Bienvenue à tous. Vous allez visionner les principales règles de sécurité à respecter sur vos chantiers et ateliers. Pendant les travaux de coffrage de voile, je travaille en sécurité. Je m'assure que les garde-corps des panneaux de coffrage sont correctement installés et je fais particulièrement attention aux garde-corps en face coffrante et aux garde-corps d'extrémité. J'accède à la plateforme de bétonnage par l'intérieur. Je stabilise le panneau de coffrage conformément à sa notice et afin d'assurer le risque de chute à l'avancement, je positionne les fourreaux de garde-corps lors du coulage du béton et mets en place les potelets et lisses avant le décoffrage. Lorsque je coffre une dalle, je dois effectuer le coffrage depuis le bas, m'assurer que la zone de stockage est libre d'accès afin d'éviter tout risque de trébuchement et matérialiser la zone afin d'éviter la circulation de personnel. Je dois aussi utiliser un équipement de travail en hauteur conforme, comme une pirle, un échafaudage ou une nacelle. Je favoriserai le travail en binôme et j'organiserai mon travail, rangerai mon matériel de coffrage de manière à éviter les gestes répétitifs et à réduire les efforts. Ordre et rangement. Je respecte les zones de stockage du matériel et les zones de circulation. Je m'assure de la stabilité du matériel et je range au fur et à mesure à sa place. Je suis rigoureux. À la fin de ma journée de travail, je range mes outils et les déchets de la zone de travail en pensant à rendre une bonne image de l'entreprise. Balayer, nettoyer, c'est une chute évitée. La gestion des déchets se fait par l'identification du point de collecte sur le site, le respect de l'organisation de la zone de tri et le tri par différents types de déchets. Emballage, cartouches, déchets verts, plastiques, déchets dangereux ou bois traités. Sur chantier, la mise en œuvre et le respect des protections collectives vous prémuniront contre les risques graves. Les chutes de hauteur sont la première cause d'accidents mortels dans notre secteur d'activité. Assurez-vous de la mise en place des garde-corps. Pour rappel, un garde-corps est composé d'une lisse supérieure à 1 mètre environ, d'une lisse inférieure à mi-hauteur et d'une plainte. Toutes les ouvertures au sol doivent être signalées et fermées et elles doivent être suffisamment résistantes et fixées pour éviter le déplacement accidentel. Protégez les ferrailles en attente afin d'éviter les coupures et empalements en cas de chute. Si vous constatez une défaillance, corrigez-la si vous avez la compétence et le matériel disponible. Sinon, condamnez la zone dangereuse et alertez immédiatement votre chef. En complément des protections collectives, vous êtes invité à porter certaines protections individuelles en fonction de votre métier. Les chaussures de sécurité sont obligatoires dans tous les cas pour éviter les risques d'écrasement, de perforation et de glissade. Vous devez utiliser des chaussures remises ou validées par votre employeur. Le casque de protection est obligatoire dans tous les cas pour éviter les risques de choc et heurts. Rien ne doit être porté sous le casque, ni casquette, ni bonnet, pour garantir son bon maintien. Les protections auditives, comme les casques ou bouchons, sont à utiliser lors ou à proximité de travaux bruyants, comme par exemple l'utilisation d'un compresseur, d'un marteau-piqueur, d'opérations de martelage ou de l'utilisation de matériel électroportatif. Les gants de sécurité doivent être adaptés à la tâche à réaliser, comme par exemple lors de travaux de soudure, de manutention, d'électricité, etc. Les lunettes de protection sont à utiliser dès qu'il y a un risque de projection aux yeux, comme par exemple lors de l'utilisation d'une meuleuse ou d'un marteau, lors de la manipulation d'un produit chimique ou en permanence si le secteur du chantier a fait ce choix. Le port d'une protection respiratoire est obligatoire dès qu'il y a des émissions de particules, de poussière ou en présence de gaz. Toutes ces protections sont disponibles auprès d'un responsable. Le port d'un vêtement haute visibilité est obligatoire lors de travaux sur route ou à proximité d'engins, ou si le secteur de votre chantier a fait le choix de le rendre obligatoire. L'utilisation d'un harnais est autorisée uniquement aux personnes
ayant un titre de formation en cours de validité, une aptitude médicale valide et adaptée, que le salarié utilise le matériel remis par son employeur. Attention, ce matériel ne doit en aucun cas être prêté. Il est interdit d'utiliser un harnais si ces conditions ne sont pas remplies. Des équipements de protection individuelle spécifiques doivent être portés selon la tâche à réaliser. Par exemple, les soudeurs doivent avoir un masque de soudage avec une protection respiratoire si nécessaire et des vêtements protégeant contre le risque de coups d'arc électrique et de projection. En cas de travaux électriques sous tension, le casque protégeant du risque du coup d'arc électrique et les vêtements de travail isolants sont à porter. Quant aux désamianteurs, une combinaison spéciale avec masque de protection les protégeant du risque d'amiante sont à utiliser. Travailler en hauteur présente de nombreux risques, et notamment les chutes de hauteur et les chutes d'objets, qu'ils soient en cours de manipulation, stockés en bord de vide ou s'envolent en cas de vent. Quand je dois travailler en hauteur, j'utilise un équipement de travail approprié, me permettant de travailler en toute sécurité, et j'organise mon poste de travail pour éviter les travaux superposés et protéger le personnel travaillant en contrebas. Je veille également à la stabilité de mon poste de travail. Pour travailler depuis une nacelle, vous devez être formé au port du harnais et utiliser un harnais contrôlé et en bon état. Vous devez avoir une aptitude médicale et un titre de formation valide et adapté. Pour éviter toute heure accidentelle, une vigie est indispensable pour vous guider et pour éventuellement intervenir en cas d'urgence. Avant l'utilisation de la nacelle, positionnez un balisage afin d'interdire l'accès autour de la zone d'évolution de la nacelle. Pour utiliser une pirle, plateforme individuelle roulante légère, je vérifie l'état de l'équipement avant son utilisation, je m'assure de la bonne mise en place de l'équipement et de sa stabilité, et je veille au bon déploiement des garde-corps. Les travaux sur tréteaux ou table à maçonner. Lors de l'utilisation de tréteaux, ne surchargez pas et n'encombrez pas le sol. Le plancher doit être contigu. Vous devez utiliser un moyen d'accès adapté au poste de travail et installer des garde-corps de protection pour éviter les chutes de personnes et de matériaux. Lorsque les tréteaux sont utilisés pour des maçonneries de façade, une protection pavillonnaire est à mettre en place à l'avancement. De plus, il est interdit de soulever les tréteaux avec des supports creux, comme des briques ou des parpaings. Vous devez prendre connaissance de la fiche technique de la table à maçonner avant de l'utiliser. En France, l'utilisation de la table à maçonner nécessite une formation spécifique délivrée par un organisme extérieur. Lors de travaux sur échafaudage roulant, il est impératif de ne pas surcharger le plancher de travail et d'assurer la bonne répartition des charges en respectant la notice d'utilisation. Déplacez-vous lentement en roulant, en veillant à ce qu'aucun objet ni personne ne se trouve au-dessus de l'échafaudage. Montez et descendez par l'intérieur de l'échafaudage. Verrouillez les roues et mettez en place les stabilisateurs nécessaires. Pour rappel, vous devez être formé pour travailler sur un échafaudage roulant. Lors de l'utilisation d'un échafaudage de pied, les risques sont nombreux et les conséquences peuvent être dramatiques. Assurez-vous donc de l'état de celui-ci avant toute intervention. Les plinthes, lisses et sous-lisses doivent être présents sur l'ensemble de l'échafaudage. Si l'espace entre le bâtiment et mon échafaudage est supérieur à 30 cm au Luxembourg ou à 20 cm en France, des garde-corps intérieurs doivent être mis en place. Les lisses supplémentaires doivent être positionnées sur la travée d'accès. Les échelles doivent être mises en place et les trappes d'accès doivent être fermées. Les calages, liaisons et pattes anti-soulèvement doivent être conformes. Les ancrages et stabilisateurs doivent être en nombre suffisant et conformes au plan de montage. Un PV de réception doit être affiché et complété. L'ajout d'accessoires, comme des poulies ou des bâches, doit être autorisé
et inscrit sur le PV de réception. Si vous devez monter, démonter, utiliser ou réceptionner un échafaudage, une formation est obligatoire. Empruntez les accès prévus sur l'échafaudage et veillez à fermer la trappe d'accès après votre passage. Laissez les plattelages libres pour pouvoir utiliser des aides à la manutention et circuler sans risque. Avant d'utiliser une échelle, vérifiez son état. L'échelle doit être sur un sol stable, fixée au pied et à la tête, avoir un angle compris entre 65 et 75 degrés et dépasser de 1 mètre le niveau desservi. Attention, l'échelle n'est pas un poste de travail, mais simplement un équipement permettant un accès temporaire. Pour accéder en sécurité aux étages d'un bâtiment en construction, il est possible d'utiliser un escalib, c'est-à-dire un escalier modulable qui assure le déplacement en toute sécurité. Pour rappel, cet équipement doit faire l'objet d'une vérification lors de son montage et doit être réceptionné. Un PV de réception devra être affiché. Enfin, dans les escaliers, des potelets spécifiques à clavettes doivent être mis en place afin d'empêcher le déplacement des lisses et protéger contre le risque de chute de hauteur. De manière générale, il vous est demandé de respecter les règles d'hygiène avant, pendant et après le travail. Prenez soin et entretenez vos vêtements de travail. Lavez-vous les mains à intervalles réguliers et autant que nécessaire, y compris avant de fumer, vapoter ou de manger. Ne fumez pas ou ne vapotez pas dans la basse vie, dans les containers et ou à l'intérieur des bâtiments clos. Les travaux d'excavation ou travaux en tranchée présentent de nombreux risques. L'éboulement, l'ensevelissement, l'électrocution, l'asphyxie ou la chute. Vous devez baliser les fouilles, réaliser et entretenir les accès. Les engins ne doivent pas circuler à proximité directe de la fouille, ne pas surcharger les abords de la fouille, installer des protections pour éviter la chute de personnes et d'objets. Avant d'intervenir dans une tranchée, blinder ou taluter les fouilles. Attention, en France, les tranchées supérieures ou égales à 1,30 m avec une largeur inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur doivent faire l'objet d'une protection renforcée. Cette règle s'applique au Luxembourg pour les tranchées supérieures ou égales à 1,25 m. Lorsque le blindage n'est pas nécessaire, il est indispensable de respecter et d'adapter les angles d'inclinaison en fonction du type de sol, de la situation du chantier, des conditions de travail et des conditions environnementales et garantir un espace de chaque côté de la tranchée, 60 cm au Luxembourg et 40 cm en France. Pour les terrains sans cohésion et les terrains meubles, positionnez des bâches pour limiter les risques d'éboulement. Travailler en espace confiné présente de nombreux risques, dont les principaux sont les suivants: l'asphyxie, l'intoxication, le développement de maladies professionnelles et la chute de hauteur. Il est donc indispensable d'avoir une aptitude médicale valide et appropriée, d'avoir suivi une formation spécifique. Il est également recommandé d'être vacciné. Sur le terrain, vous devrez assurer une ventilation suffisante, utiliser au moins un détecteur 4 gaz, utiliser un harnais et un treuil contrôlés et en bon état pour agir en cas d'urgence, utiliser un moyen de communication adapté, avoir un masque autosauveur à votre disposition, travailler à deux et respecter les règles d'hygiène. Certains travaux en espace confiné présentent des risques particuliers et nécessitent des mesures complémentaires, comme par exemple l'interdiction de travailler dans un égout pendant une tempête ou de fortes pluies, la mise en place d'un mode opératoire ATEX dans des zones à atmosphère explosive, et le nettoyage et dégazage préalable des cuves à carburant. L'utilisation et le stockage de bouteilles de gaz présentent les risques suivants:
l'inflammation du gaz, des corps ou des matériaux organiques, voire une explosion, les projections, l'asphyxie, la décharge de gaz et les heurts ou encore les TMS. C'est pourquoi il est impératif de stabiliser les bouteilles de gaz sur un chariot ou dans un cadre spécial prévu à cet effet, ou tout simplement les attacher. Entreposez les bouteilles de gaz à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Conservez à l'écart de toute source de chaleur. Dans tous les cas, il ne faudra pas les stocker en plein soleil, à proximité d'une source de chaleur ou d'un espace confiné, dans une atmosphère corrosive ou explosive, avec des bouteilles contenant des gaz différents, des matériaux inflammables ou des chiffons gras. Les bouteilles stockées doivent impérativement avoir le robinet fermé. Les bouteilles vides sont à séparer des bouteilles pleines. Dans des coins bas, sous-sol, fosse, le stockage est également interdit. Les risques sont les mêmes que la bouteille soit vide ou pleine. Les précautions doivent donc être les mêmes. La capacité maximale sur chantier est de 300 kg. Au-delà, une autorisation est nécessaire. Avant d'utiliser une machine, prenez connaissance de la notice et des consignes d'utilisation. Pour effectuer des réglages ou un nettoyage, assurez-vous que la machine est hors tension et travaillez depuis un poste stable. Assurez la maintenance préventive de votre matériel et signalez tout défaut à votre responsable. Organisez votre espace de travail afin d'éviter de vous trouver à proximité d'accès. Portez les EPI requis. Seules les personnes ayant une autorisation de conduite, une formation et une aptitude médicale valide et adaptée sont habilitées à conduire les nacelles, engins de chantier, grues à tour et grues auxiliaires. Pour monter et descendre d'un véhicule ou d'un engin, il faut vérifier que les chaussures et le marchepied soient propres. Gardez toujours 3 points d'appui, 2 pieds et une main, ou 2 mains et un pied. Utilisez les poignées et marchepieds face à l'engin. Pour les camions et engins, ne pas prendre appui avec les pieds ou les mains sur les flexibles hydrauliques. Évitez de vous aider du volant ou d'un levier de commande sur l'engin. Faites toujours face à la machine ou à l'échelle. Avant tout levage d'une charge, prenez connaissance de l'étiquette de la sangle textile ou du médaillon de la chaîne afin de choisir le meilleur accessoire pour la charge à lever. Assurez-vous que ces accessoires ont été contrôlés. Vérifiez l'état de l'accessoire. Si la sangle est déchirée ou effilochée, veillez à l'évacuer du chantier. Faites de même si les maillons de la chaîne de levage sont tordus. Lors du levage d'une charge, assurez-vous de l'absence de personnel en dessous de la charge suspendue. Les crochets utilisés doivent être bien fermés et correctement positionnés. Quelle que soit la charge à lever, respectez la bonne méthode d'élingage conformément à vos connaissances et vos formations. En cas de doute, demandez à votre responsable. Lors de travaux à proximité de réseaux existants souterrains, il est indispensable de consulter les plans correspondant à la zone de travaux. Ils sont appelés DICT en France et demandent de marquage et de réponse au Luxembourg. Il convient de faire marquer leur emplacement. Attention, certaines évolutions comme la présence d'un arbre peuvent modifier l'emplacement des réseaux sur les plans. Ouvrir les regards pour estimer la profondeur, effectuer des sondages manuels et débuter le terrassement à l'aide d'un godet de curage, puis continuer le terrassement manuel à chaque approche d'un branchement ou d'un réseau ou à la découverte d'un grillage. Les réseaux posés il y a plus de 20 ans ne sont pas pourvus de sable et de grillage. Les branchements et réseaux récents, réalisés en technique fonçage-forage dirigé, n'en sont pas pourvus non plus. Pour les réseaux à faible profondeur, une protection mécanique peut être assurée par des tôles métalliques. La couleur des grillages permet d'identifier le type de réseau. Le rouge pour l'électricité,
le jaune pour le gaz combustible, le orange pour les produits chimiques, le bleu pour l'eau potable, le marron pour l'assainissement et les eaux pluviales, le violet pour le chauffage et la climatisation, le vert pour la télécommunication, les feux tricolores et les signalisations routières très basse tension, le blanc pour les zones de travaux et le rose pour les zones d'emprise multiréseau. Les réseaux aériens peuvent être identifiés et signalés au besoin afin de conserver une distance de sécurité adaptée lors de manœuvres des engins et camions. En cas de travail à proximité d'une ligne électrique, il faut respecter les distances de sécurité. 3 mètres pour les tensions inférieures à 50 000 volts et 5 mètres pour les tensions supérieures à 50 000 volts. Cette distance devra être doublée en cas de pluie ou d'un taux d'humidité élevé. Si un contact avec un réseau aérien électrique a lieu, il faut stopper l'activité, rester dans l'engin, alerter les secours, l'encadrement de chantier et faire alerter les collègues pour éviter qu'ils se rapprochent du risque et s'exposent à une électrocution. Il faudra également alerter le concessionnaire du réseau, si possible déplacer l'engin dans un endroit sûr, et si vous êtes à proximité de l'ouvrage endommagé, sur la terre ferme, positionnez vos pieds serrés afin d'éviter tout risque d'électrisation. La conduite, en cas de dommage sur des réseaux impétrants, est de stopper immédiatement tous les travaux du chantier et d'éviter de faire du feu ou de provoquer une étincelle, d'éloigner toutes les personnes à proximité, d'alerter immédiatement et systématiquement les services d'urgence et le propriétaire du réseau. Attention, n'intervenez jamais sur les ouvrages endommagés. Ne cherchez pas à stopper la fuite, ni à éteindre le gaz enflammé. Arrêtez le trafic routier en cas de fuite importante à côté d'une voie de circulation. Ne touchez pas à une personne électrisée ou électrocutée. Les salariés du bâtiment font partie des professionnels les plus exposés aux risques chimiques. L'utilisation de colle, de résine, de ciment, de bombes aérosols, d'agents de décoffrage en est l'une des raisons. L'utilisation des produits chimiques peut entraîner des dommages à court terme, comme des vertiges, des brûlures, l'irritation du nez, de la gorge, des projections dans l'œil et des atteintes différées dans le temps, comme des cancers par exemple. C'est pourquoi il est très important de reconnaître les produits dangereux et de savoir se protéger. Le pictogramme présent sur l'étiquette vous permet d'identifier ces dangers. Le premier pictogramme, par exemple, veut dire toxicité aiguë, le second, inflammable, et le troisième, cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. A minima, il est nécessaire de porter des gants de protection adaptés à la manipulation, des lunettes ou un masque de sécurité en cas de risque de projection, et si besoin, un appareil de protection respiratoire adapté au risque, ainsi qu'une combinaison de protection. Les diisocyanates, que nous retrouvons notamment dans les mousses PU, sont des produits chimiques toxiques ayant des propriétés allergisantes. En effet, une mauvaise utilisation de ce produit peut provoquer une irritation grave des voies respiratoires, des yeux ou de l'appareil gastro-intestinal et peut conduire au développement de maladies pulmonaires chroniques comme l'asthme. C'est pour cela qu'avant de prendre en main ce produit, et cela est valable de manière générale lorsque j'utilise un produit chimique, vous devrez prendre connaissance de la fiche de données de sécurité et de l'étiquette du produit, porter un équipement de protection adapté, tel que préconisé dans la fiche de sécurité, ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation, veiller à vous laver correctement les mains à l'eau et au savon après utilisation, nettoyer vos vêtements contaminés après avoir terminé votre travail. Le mauvais stockage de matières dangereuses peut entraîner des risques d'atteinte à l'environnement, en cas de renversement accidentel par exemple, ou à l'homme, en cas d'émanation toxique ou de risque d'explosion par exemple.
Il est donc important de respecter les règles de stockage suivantes. Assurez-vous que les produits chimiques sont à l'abri, dans un contenant adapté, identifié, fermé et sur un bac de rétention. Assurez-vous de la compatibilité du stockage des produits entre eux. On ne stockera pas un produit explosif à côté d'un produit comburant. Attention, il ne faut pas les stocker à proximité d'un point d'eau ou d'une zone à risque inflammable. Respectez les règles d'hygiène et ne fumez pas lors de l'utilisation de produits chimiques ou à proximité des zones de stockage, exemple dans le conteneur matériel. De plus, ne mangez pas et ne buvez pas pendant l'utilisation des produits. Lavez-vous correctement les mains après utilisation. En cas de pollution, vous devez identifier la source, stopper la fuite, recouvrir le sol de produits absorbants, alerter votre chef qui se chargera de prévenir le service QSE. Avant de débuter vos travaux dans des bâtiments anciens, assurez-vous de l'absence de plomb ou d'amiante en analysant les diagnostics. Stoppez les travaux en cas de doute et prévenez votre responsable travaux. L'intervention d'équipes spécialisées, formées, avec des modes opératoires et des protections adaptées sera alors mise en place. Les travaux de curage et de démolition présentent plusieurs risques. L'explosion, l'électrisation, l'électrocution, les maladies professionnelles en cas de contact avec le plomb ou l'amiante, l'éboulement, la chute de personnes et d'objets, et les troubles musculo-squelettiques. Lors des travaux de forage et de démolition, vous devez utiliser un équipement approprié. Casque, masque, lunettes, chaussures, gants résistants aux coupures. Baliser les zones à risque et interdire l'accès aux structures pendant la démolition. Privilégier les manutentions mécaniques et respecter les règles liées à l'utilisation des équipements. Marquer ou protéger les zones à risque de chute. Assurer l'absence d'amiante et de plomb. Assurer l'interruption et la condamnation des énergies, électriques, gaz. Respecter les règles gestes et postures au travail. Avant de débuter des travaux de soudure ou oxycoupage, assurez-vous du bon état du matériel et de votre poste de travail. Idéalement, le poste de travail doit être isolé des autres travailleurs. Il est possible de positionner des bâches anti-feu. Les fumées qui se dégagent lors de travaux de soudure présentent un risque pour votre santé. Il est donc important de s'en protéger en privilégiant l'aspiration de ces dernières à la source, en aérant le local et en portant les équipements de protection individuelle adaptés. Une cagoule de soudeur, un masque respiratoire, un tablier, des manchettes, des chaussures de soudeur. Assurez-vous de la présence d'un extincteur et d'une trousse de secours facilement accessible à proximité. Pour limiter les efforts, utilisez des équipements vous permettant de travailler dans des postures confortables ainsi que des aides à la manutention adaptées. Organisez votre zone de travail et préparez l'approvisionnement de votre poste de travail en organisant la zone de stockage au plus proche de la zone de pause. Demandez l'aide de vos collègues pour le port de charges lourdes ou encombrantes et prenez soin de respecter les règles gestes et postures. Pour intervenir sur les toitures terrasses, privilégiez un accès par un escalier. Vous pouvez envisager l'accès par une échelle si les interventions sont peu fréquentes, si le transport de matériel s'effectue par un autre moyen, si l'échelle est fixée en tête et pied et dépasse d'1 mètre le niveau desservi. Le cheminement sur la toiture doit être exempt de tout obstacle et idéalement balisé afin de limiter le risque de chute de plein pied et permettre le transport de matériel à l'aide d'aides, comme un diable ou un transpalette. Les zones de cheminement et d'intervention doivent être suffisamment éclairées pendant les travaux. Sécurisez la zone d'intervention. En l'absence d'acrotère, d'une hauteur minimale de 1 mètre, assurez-vous de la présence d'une protection collective permanente en périphérie de toiture.
Protéger l'ensemble des zones présentant un risque de chute au travers d'éléments fragiles comme des lanternes ou trémies, par la pose de garde-corps installés en périphérie ou des dispositifs anti-chute, comme des grilles, platelage. Veillez à ce que les garde-corps soient constitués d'une lisse dont la hauteur est comprise entre 1 m et 1 m 10, d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur et d'une plinthe. Dans le PPSS ou PPSPS du chantier, sont repris les registres QSE. Le registre des premiers secours permet d'enregistrer les petits accidents, c'est-à-dire ceux qui n'entraînent ni interruption de travail, ni soins médicaux externes. Le deuxième registre, le registre des avis de danger grave et imminent, permet d'enregistrer toutes les situations de danger grave et imminent. Le registre d'observation permet d'enregistrer les informations sur l'état de l'équipement, du matériel et des installations. Le registre de sécurité permet d'enregistrer tous les équipements de travail, de protection, les installations et moyens de lutte contre les incendies soumis à des contrôles périodiques. Le cinquième registre est à votre disposition pour enregistrer tous les incidents liés à l'environnement. Prenez le temps de travailler en toute sécurité et de rentrer chez vous sans blessure. Utilisez le droit de retrait. Chaque salarié a le droit, sans représailles, de se retirer d'une situation de travail s'il a une raison légitime de penser que celle-ci présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Merci pour votre attention.